Grâce aux donateurs de TVL, nous sommes fiers de présenter notre nouveau site internet. Une navigation simplifiée, nos émissions mises en valeur, une information plus sécurisée, une nouvelle boutique pour soutenir nos auteurs. TVL.fr, c'est la garantie de notre indépendance. Censure ou pas, nos émissions seront toujours disponibles. Retrouvez-nous sur tvl.fr. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Mais avant de passer à l'actualité, je voulais tout d'abord vous remercier pour ce succès incontestable du premier numéro de la saison. Plus de 450 000 vues avec François Asselineau. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette vidéo juste au-dessus dans le lien qui s'affiche. Alors j'espère que nous allons atteindre les 500 000, mais vous avez mis la barre déjà très haute. Alors il va falloir maintenir la cadence, continuer à partager, à commenter et cliquer sur les petits pouces en l'air juste en bas pour améliorer le référencement. C'est parti pour cette nouvelle édition. Et à mes côtés aujourd'hui, Stéphane Ravier. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône depuis 2014. Vous avez été réélu la dernière fois, les deux fois avec l'étiquette Rassemblement National et la première fois avec l'étiquette Front National. Depuis, vous avez rejoint en février dernier Éric Zemmour. Absolument. Et son parti Reconquête. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous êtes finalement resté près de 30 ans au Front National, même un peu plus de 30 ans. Quand on voit aujourd'hui les résultats aux législatives, je suis désolée, je commence avec une question un petit peu désagréable, vous vous y attendez. Quand on voit le résultat des législatives du Rassemblement National de Marine Le Pen, 89 députés à l'Assemblée nationale, est-ce que finalement vous ne vous dites pas, je me suis un peu trompé de timing ? Si j'avais eu une démarche électoraliste, je serais en droit et même en devoir de le regretter. Mais c'est tout le contraire. Moi, j'ai quitté le Rassemblement National parce que, pour deux raisons. Alors la première, la plus importante, c'est qu'il abandonnait chaque jour un peu plus, j'allais dire les références, les convictions, le cœur de mes convictions, avec une présidente candidate qui l'assumait totalement. Prendre un exemple très concret, la double nationalité, finalement, elle annonçait qu'en n'étant plus présidente du mouvement à ce moment-là, étant en campagne électorale pour les élections présidentielles, elle avait décidé que finalement, elle conserverait, si elle devait être élue, la double nationalité. Vous me direz qu'Éric Zemmour, c'est la même chose, mais ce sont deux philosophies différentes, puisque Marine Le Pen nous expliquait qu'elle avait rencontré beaucoup de Marocains, et qu'il lui avait expliqué que le droit marocain fait que un citoyen du royaume ne peut pas abandonner, n'a pas le droit d'abandonner sa nationalité d'origine. D'ailleurs, j'en ai discuté, débattu hier avec un chef d'entreprise français d'origine marocaine, et qui me confirmait donc qu'il ne pouvait pas abandonner sa nationalité d'origine. Et donc, d'en arriver à la conclusion qu'elle ne souhaitait pas mettre du sel sur les plaies et que de ses nouveaux compatriotes franco-marocains, et qu'à partir de là, elle conserverait la double nationalité. Donc c'était le droit français qui se pliait finalement au droit marocain. Alors qu'Éric Zemmour, lui, il souhaite conserver la double nationalité pour, dans le cas où un binational commettrait crime et délit, on pourrait le déchoir de sa nationalité française et ainsi l'expulser. Donc il y a... Au lieu de faire un apatride, c'est plus pratique. Voilà. Donc il y a une volonté de la part de Marine Le Pen de protéger des Français d'origine marocaine, on va dire même protéger des étrangers fraîchement français. Pour Éric Zemmour, c'est protéger les Français. Donc c'est deux philosophies différentes. Bon, après, il y a les sujets que l'on qualifie de sociétaux, le mariage homosexuel ou autre. Marine Le Pen nous expliquait que finalement, si elle devait être élue, pendant 3 ans, il y aurait un moratoire, elle n'y reviendrait pas. Que pour la peine de mort, par exemple, qu'on soit pour ou qu'on soit contre.
Et puis on était pour la peine de mort. Puis ensuite, elle nous avait expliqué qu'elle restait favorable, mais qu'elle organiserait un référendum. Et puis plus de référendum, que la peine de mort resterait abolie. Que voilà, enfin, il y avait beaucoup de reniements. Alors un coup on était dans l'Europe, un coup on n'y était plus, un coup on était avec l'euro, un coup on n'y était plus. C'est compliqué à suivre, quoi. Pour suivre Marine, il faut avoir le pied marin. Et même si je suis Marseillais, ça commençait à tanguer. Il était temps, quoi. Il était temps de rester fidèle. Enfin, moi, je reste fidèle à mes idées. Et pour rester fidèle à mes idées, il était urgent de quitter ce mouvement. La question, c'est peut-être aussi de savoir si finalement ces idées auxquelles vous êtes resté fidèle, elles peuvent arriver au pouvoir. Et là, on a le sentiment que si Marine Le Pen est allée dans une direction gaulliste, sociale, le mouvement d'Éric Zemmour est un peu différent. Comment vous le qualifieriez d'ailleurs, ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement identitaire? Est-ce que c'est un mouvement de droite dure, radicale et libérale? Comment vous le voyez? Comment vous le définiriez? Je vais répondre à votre question, mais je voulais compléter ma première réponse. Pourquoi je suis parti du RN? Parce que l'on m'a fait aussi savoir que je n'y étais plus le bienvenu. Peut-être que c'est dû à ma franchise, ma sincérité au lendemain des élections régionales au Congrès de Perpignan. J'avais répondu à vos confrères que nous avions tous notre part de responsabilité dans cette défaite et pourtant nous annoncer une victoire, et surtout en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la candidature de Thierry Mariani pour le Rassemblement national. Et donc moi j'avais très clairement répondu que nous avions tous notre part de responsabilité, que ça ne pouvait pas être la faute d'Emmanuel Macron qui n'avait pas communiqué, que ça ne pouvait pas être seulement de la faute de la Poste qui n'avait pas distribué les documents, que peut-être que nous ne répondions plus aux attentes des Français, que nous n'exprimons plus de la manière, ou en tout cas que il y avait des rendez-vous manqués avec les Français, qu'il fallait y réfléchir dans l'intérêt, et que j'avais ma part de responsabilité. Et je crois qu'à partir de là, on avait décidé de se séparer de ce trublion, puisque quelques mois après, le délégué départemental des Bouches-du-Rhône organisait, bien avant mon rapprochement avec Éric Zemmour, organisait des réunions de circonscription hors Marseille, avec les militants, des réunions à la fois politiques et festives, des apéros. Et il avait demandé aux responsables de circonscription de ne pas m'inviter. De ne pas inviter le seul sénateur RN des Bouches-du-Rhône réélu. Donc on avait bien décidé. Voilà, on faisait quand même comprendre à Stéphane Ravier qu'il était temps... Donc Stéphane Ravier n'est pas vraiment parti, on lui a ouvert la porte on lui a fait comprendre que s'il partait, ça ne chagrinerait pas la hiérarchie en tout cas. Beaucoup regrettent parmi les électeurs, parmi les militants, ce départ qu'ils n'ont pas compris. Donc, grâce à vous, aujourd'hui, ils en sauront un peu plus, parce qu'évidemment, ce départ a été commenté que la trahison, c'est impardonnable. Louis Alliot, qui est passé à Marseille il y a quelques jours, a qualifié ça de méprisable. Bon, la réalité est tout autre. Le rapprochement avec Éric Zemmour, c'était un choix de conviction ou c'était finalement un repli logique? Non, mais c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'autres écuries. Il n'y avait pas une autre écurie nationale. Et le Rassemblement national était, ma foi, sur l'échiquier politique, le seul mouvement dans lequel on pouvait encore retrouver quelques propositions ou attaches nationales, on va dire. Mais il est arrivé... Et le Z est arrivé sans se presser. Et à partir de là, écoutez, moi j'ai observé, j'ai écouté, je me suis dit, bon ben lui au moins, il tient le cap, il tient bon, il ne recule pas, il ne se renie pas. Et ça vaut quand même le coup de tenter de rester fidèle à ses convictions, celles pour qui je me bats depuis toujours. Et évidemment, j'ai été bien accueilli, quoi. Ça, c'est clair que on m'a accueilli les bras ouverts. Ça, c'est... Et alors, je reviens sur ma petite question. Comment vous définiriez ce parti politique? Alors, plutôt, encore une fois, plutôt identitaire, plutôt libéral, plutôt tout ça à la fois? Tout ça à la fois, oui, je crois qu'il assume son côté... Alors, c'est devenu un gros mot, identitaire. Hein. C'est devenu un gros mot, moi, je l'assume. Oui, identitaire, identité, je crois que c'est la première des conditions, c'est la base de tout. S'il n'y a plus d'identité, s'il n'y a plus de racines, s'il n'y a plus de tradition, s'il n'y a plus de France française, comme on disait à l'époque, eh bien, il en est fini de la France. Et
quel que soit ensuite le système économique, social, ça ne sera plus la France. Alors ça s'appellera la France, ça s'appellera peut-être la République de France, mais peut-être la République islamique de France. C'est déjà la République bananière de France, la République soviétique de France, et ça peut devenir la République islamique de France. Alors l'identité, c'est la base de tout, et c'est ce qu'on a abandonné en réalité au Rassemblement national depuis longtemps, et c'est ce que j'ai retrouvé chez Éric Zemmour et chez Reconquête, avec effectivement une conception plus libérale, ce qui existait avant, ce qui était le cœur aussi du Front National. Alors c'est pas de la nostalgie, parce qu'on dit Stéphane Ravier, il regrette Jean-Marie Le Pen, il est vraiment dans la nostalgie. Non, je suis dans la volonté de conserver mes convictions, d'autant que les analyses et les propositions sont tellement d'actualité, sont tellement pertinentes qu'il n'est vraiment pas pertinent de les abandonner. D'ailleurs, je vais conclure parce que je ne suis pas là pour parler d'elle en permanence, mais Marine Le Pen a abandonné des pans entiers de nos convictions, de nos propositions. Elle a essayé d'être élue finalement sur les idées des autres, en tout cas plus des nôtres, et elle a perdu quand même. Et sèchement. 42%. Elle a renforcé sa présence au Palais Bourbon comme jamais, de manière inédite. Alors 42% face à un adversaire qui était honni, le candidat et président sortant le plus détesté qui soit, réaliser 42%, c'est pas non plus le score du siècle. C'est plus que 7% au premier tour. C'est pas ce qu'on attendait. C'est ça qu'on vous opposerait. Pardon ? C'est plus que 7% au premier tour, c'est ça qu'on vous opposerait. Non, mais c'est certain, mais 42%, vous avez perdu quand même. Alors vous le dites avec justesse, 89 députés. Marine Le Pen a été la première surprise quand même. Ne s'attendait pas à un tel score. Personne ne s'attendait à un tel résultat. Il mérite quand même d'être analysé. Est-ce que c'est une vague du RN ? Est-ce que c'est vraiment un soutien ? Est-ce que c'est un vote d'adhésion ? Sans doute pour quelques élus. Moi, je suis élu des Bouches-du-Rhône. Bon, je connais assez bien le département et l'historique électoral des Bouches-du-Rhône. Bon, mais il y a quelques candidats que je ne citerai pas qui ont été enfin élus. Ça fait 100 ans qu'ils sont élus, qui sont candidats. Ils ont été candidats. C'est pas péjoratif, c'est pas une attaque, mais je dirais qu'ils ont eu cette permanence et cette volonté, cette discipline que d'être candidat sur leur circonscription depuis très longtemps. Et à chaque fois, ils ont perdu, à chaque fois. Il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui ont été élus. Non, mais là, ce n'était pas les nouveaux visages. Là, c'est vraiment des visages traditionnels. Je prenais la circonscription d'Aubagne, la Ciotat. Je crois que ça faisait la 9e fois qu'elle se présentait. D'un coup d'un seul, elle est élue. Je ne pense pas qu'il y ait eu une vague en sa faveur. Est-ce que ce n'est pas le sentiment pour les Français que le Rassemblement national, aujourd'hui, peut être un parti de gouvernement, ce qui n'était pas très clair dans l'esprit des gens avant ? Peut-être pour certains, je ne le nie pas. Mais pour revenir au cas des Bouches-du-Rhône, et sans doute dans notre département, il y a eu un front républicain, à mon avis, qui n'a pas dit son nom, tout sauf la NUPES, quoi. Ouais. Il y a un candidat dans les Bouches-du-Rhône qui a été élu, encore une fois, il a été candidat à de nombreuses reprises. Et bien là, cette fois, je pense que l'électorat de droite ne s'est pas contenté de dire bon, on les laisse se débrouiller, ou on fait opposition au Rassemblement national. Cette fois, il s'est déplacé en partie pour faire opposition, pour s'opposer à la candidature et à l'élection d'un candidat de la NUPES. C'est pas un vote pro-RN, c'est surtout un vote anti-NUPES. La même chose, les électeurs de droite n'ont pas souhaité que Marine Le Pen accède à l'Élysée, de droite et d'autres. Mais accorder à Emmanuel Macron une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale, c'était devenu hors de question. Et lorsqu'une candidate, encore une fois, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, a été face à une candidature macroniste, eh bien, la Macronie a été sanctionnée. Elle a été sanctionnée. Est-ce que ça a été un vote d'adhésion, donc encore une fois, total pour le RN? Permettez-moi d'en douter. Alors maintenant, ils ont 89 députés. Je préfère 89 députés RN que 89 députés macronistes, que ça soit clair. C'est bien de le préciser. Et c'est donc une opportunité pour ce qui reste de nos idées. À eux de démontrer désormais qu'ils sont capables de les imposer, de convaincre leurs collègues
pour que leur présence ne soit pas seulement une présence physique, mais vraiment une présence politique, et qu'il y ait des résultats. Parce que les électeurs, malgré tout, attendent de 89 députés des résultats quant à leur vie quotidienne. Donc c'est à eux de nous démontrer que ce ne sont pas 89 députés pour rien. Alors Stéphane Ravier, on va revenir sur un sujet crucial. On l'a déjà un peu touché du doigt avec la question identitaire. Pendant la présidentielle, Éric Zemmour a beaucoup parlé d'immigration, de la question migratoire. Pour lui, c'est ni plus ni moins une question de survie. Vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Vous êtes élu à Marseille, c'est une terre marquée par l'immigration. Quelle est votre vision de la situation? Est-ce que vous avez le sentiment finalement que cette tendance est inéluctable, que l'on peut inverser la tendance, qu'il faut inverser la tendance? Quelle est votre vision? Réagir ou disparaître. Réagir ou disparaître. Et d'ailleurs, on peut toujours réagir. L'exemple suédois nous le démontre. Moi, je suis Marseillais depuis plus de 50 ans. J'ai grandi dans les quartiers nord. Des quartiers dont on dit aujourd'hui, bon, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été les quartiers de l'immigration. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ce sont des quartiers, des arrondissements qui ont été grand remplacés à partir des années 85-90. Grand remplacé. Vous n'utilisez pas par hasard. Mais la boucle est bouclée, quoi. Dans certains quartiers, voire arrondissements, le 15e arrondissement, le 14e, un peu plus vers le centre, le 3e, le 2e, les terres de Jean-Luc Mélenchon, le vote communautaire fait que Mélenchon et son successeur, M. Bompard, ont été élus facilement. Donc oui, c'est grand remplacé. Il faut ouvrir les yeux, quoi. Moi, je ne me fie plus aux statistiques, et depuis longtemps d'ailleurs, de ces pseudo-spécialistes qui nous disent « mais non, il y a moins d'immigration parce que vous comprenez tel chiffre ». Moi, je me sers d'un instrument qui ne ment jamais, c'est le nerf optique. Voilà, je me sers du nerf optique et j'observe, et je me rappelle, et non pas de mes lectures qui nous rapportaient ou qui nous auraient rapporté ce qu'était Marseille il y a 200 ans. Moi, je sais ce qu'était Marseille et les quartiers nord en particulier il y a seulement une trentaine d'années. Et c'était marseillais, c'était provençal. Moi, j'invite ceux et celles qui nous regardent, grâce à Internet, justement, on peut taper, je sais pas moi, sur moteur de recherche, Olympique de Marseille, alors c'est vrai, il faut remonter loin, vainqueur de la Coupe de France dans les années 70. Vous voyez, et vous avez les manifestations populaires, les manifestations de Marseillais, qui se passaient très bien d'ailleurs à l'époque. Sur la Canebière, on accueillait la Coupe de France, où Marseille était... Et vous y voyez le peuple historique de Marseille. Marseillais. Eh bien, donc en 30 ans... c'est plus du tout la même population, parce que le phénomène de l'immigration massive s'est développé à partir de cette époque-là en réalité. Il y a toujours eu des passages, bien sûr, Marseille, un port méditerranéen, il y a toujours eu des populations qui ont transité par Marseille, quelques individus, familles qui s'y sont installés. Je dirais un certain nombre d'origine européenne, oui, beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, d'Arméniens, qui se sont assimilés à Marseille, à la nation marseillaise, qui se sont assimilés à la nation française, qui sont devenus parfaitement français, de papier et de cœur. Mais depuis les années 80, 70, 80, 90, c'est une autre immigration verticale, celle-là, et pas horizontale, verticale, qui est massive, qui ne s'est pas assimilée, qui n'a pas voulu s'assimiler, à qui on a fait savoir qu'il n'était pas souhaitable qu'elle s'assimile, que leurs différences nous enrichissaient, que c'était véritablement une chance pour nous. Et le fait aujourd'hui, c'est que, eh bien, ces populations ont reproduit chez nous leur modèle culturel, leur modèle du quotidien, leur modèle cultuel chez nous, en raison, je dirais, naturellement de la masse se retrouvant en masse chez nous, n'étant pas invités, encore moins contraints à s'assimiler, eh bien, ils reproduisent leur modèle. Et puis, s'en est suivi, évidemment, un communautarisme qui... Vous dites n'étant pas invités à s'assimiler, donc c'est bien qu'il y ait une grande part de responsabilité de l'État. Bien sûr, le premier, ça a toujours été notre... Jean-Marie Le Pen a eu de cesse de le rappeler, et Éric Zemmour aussi, le premier responsable, ce sont les pouvoirs publics. Ce sont les politiques qui ont ouvert les vannes. Alors le premier, évidemment, c'est Jacques Chirac avec le regroupement familial. Le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, confessait quelques
quelques mois ou quelques années avant son décès, qu'il avait commis une erreur avec ce regroupement familial. C'est pas pour ça qu'il en a d'ailleurs tiré les conclusions et qu'il a invité ses successeurs à changer radicalement de fusil d'épaule. Mais donc c'est la droite d'abord, cette fausse droite qui a ouvert les vannes, largement développée par la gauche, et c'est elle qui a encouragé l'immigration massive, et c'est elle qui a fait savoir à ces populations qu'elles n'avaient plus à suivre le modèle que mes grands-parents, par exemple, et ma mère, qui est née en Italie, avaient appliqué naturellement dans les années, les décennies passées. Il n'y avait pas de discours, attention, vous devez s'assimiler, vous devez vous assimiler. C'était naturel, c'était le modèle français de l'assimilation. À Rome, vous faites comme les Romains, en France, vous faites comme les Français. Vous êtes d'origine italienne, espagnole, arménienne. La France vous accueille, vous devez devenir des Français à part entière. Pour devenir des Français à part entière, vous devez... Mais encore une fois, c'était pas des discours, c'était pas un document qu'on vous remettait, ça allait de soi. Moi, mes grands-parents, je n'ai jamais vu de drapeau italien chez eux. Ils ne m'ont jamais dit, tu sais, tu es le petit-fils d'une Italienne et de grands-parents italiens. Tu dois garder tes racines. Parce qu'ils ont compris que la France avait fait un effort de les accueillir. Et cet effort, eh bien, ils avaient compris qu'il fallait rendre la monnaie de la pièce. Et qu'il fallait faire le sacrifice, en tout cas en public, et dans leur propre famille, pour leurs enfants, dans l'intérêt de leurs enfants, pour qu'ils deviennent des Français à part entière, eh bien de couper le cordon avec l'Italie. Ils devaient garder dans leur cœur, évidemment, quelques attaches. Moi, mon grand-père, j'entendais quand même parler de la Squadra Azzurra quand il y avait les matchs de foot, et de Fausto Coppi quand il y avait le Tour de France. Mais voilà, mais c'est naturel, c'est normal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'encouragement de leur part à me renvoyer vers des origines italiennes. L'immigration, parce que c'était encore une fois une immigration horizontale, européenne, et depuis les années 70, c'est évidemment une immigration verticale, on va dire, pour faire simple, africaine, maghrébine et africaine subsaharienne, et massive, dans un contexte économique tendu, et avec des politiques qui ont complètement changé le modèle qui était le nôtre, quand ils sont passés de l'assimilation à une volonté d'appliquer un modèle anglo-saxon de communauté qui a viré au communautarisme et qui est aujourd'hui conquérant, qui ne se contente plus d'installer des communautés ici ou là dans des quartiers de Marseille ou dans des villes des Bouches-du-Rhône ou dans des villes de la région lyonnaise. C'est vraiment, je dirais que ça fait tache d'huile, c'est une démarche conquérante, naturelle, en raison du nombre, et désormais, de la part de certains, d'un véritable militantisme. Alors justement, jeudi, Emmanuel Macron était devant les préfets, il y a donné un discours, il a expliqué que l'immigration telle qu'elle était gérée aujourd'hui en France, elle était inefficace et elle était également inhumaine. Et aujourd'hui, il plaide sur les territoires ruraux pour prendre leur part dans l'assimilation des populations étrangères. Qu'est-ce que ça vous... Prendre leur part, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que déjà... Ça, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas ses propos. En tout cas, oui, c'est vrai que les villes sont complètement saturées et qu'elles sont en situation... d'être grand remplacé culturellement, et que l'on est au bord de la rupture, parce que quand même, alors l'immigration massive entraînant une émigration massive, les Français de souche, car ça existe, ou d'origine européenne et qui sont devenus, comme je l'ai expliqué, des Français de cœur à part entière, totalement assimilés, eh bien, ne se sentent plus chez eux, en France, en tout cas, ne se sentent plus chez eux dans les villes françaises qui ont été conquises naturellement par le nombre. Et donc, au quotidien, eh bien, désormais, vous ne trouvez plus que des commerces communautaires, vous vous réveillez au son... à l'appel du muezzin lors des grandes fêtes musulmanes, l'insécurité qui en découle, une immigration massive produit aussi une insécurité, une vraie insécurité. Le modèle français que l'on était habitué à vivre au quotidien a disparu. L'insécurité s'y développe. On vous fait comprendre que pour les femmes, si vous avez une jupe jugée trop courte, que vous êtes trop libre, que vous êtes trop française, eh bien, vous n'êtes pas la bienvenue dans le quartier. Donc on se sent de moins en moins français dans sa ville, dans son pays. Alors on quitte. Il y a une sorte d'exode de l'intérieur.
on quitte la ville, voir le département. Moi, à Marseille, il y a de moins en moins de Marseillais, ils n'en peuvent plus. En plus des impôts qui sont confiscatoires à Marseille, vous payez beaucoup d'impôts, vous avez très peu de services rendus, et vous avez une immigration massive, une insécurité. 55%, c'est M. Darmanin qui vient de découvrir l'humidité de l'eau. Il vient de dire, oh mon Dieu, 55% des crimes et délits à Marseille, c'est l'immigration. Mais il ne compte pas, je crois, les binationaux. Hein. Donc il y a un exode et qui fait qu'il y a de moins en moins de nationaux dans nos villes. Alors, plutôt que de réduire le nombre d'étrangers et déjà de stopper l'immigration, pas de la réduire, mais de la stopper, eh bien, Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, a décidé d'infliger au monde rural ce qui est infligé au monde urbain depuis des décennies, que l'immigration soit répartie. Alors qu'il faut la faire repartir, en réalité. J'ai même entendu cette idée de créer un village, je crois, en Bretagne, un village entièrement consacré, entièrement occupé, si j'ose dire, entièrement habité par des étrangers. Donc une enclave étrangère. Comment voulez-vous que s'ils se retrouvent entre eux, uniquement entre eux, il puisse y avoir un début d'espoir d'assimilation ou d'intégration. Enfin, c'est complètement suicidaire. La seule solution, c'est de stopper l'immigration et en plus d'inverser les flux migratoires. Le ministère de la remigration. Allez, dont Marine Le Pen ne veut pas entendre parler. Il paraît que c'est anti-républicain et c'est plébiscité par les Français. Parce qu'ils sont en phase avec la réalité. Et il est temps d'inverser les flux de l'immigration parce que l'on sera submergé. C'est naturel. Au lendemain, j'allais dire, des deux guerres mondiales, le pays était plus qu'à genoux, ruiné. Avec une politique économique différente, audacieuse, pertinente, avec des efforts, vous pouvez toujours renverser la vapeur. Vous pouvez toujours retrouver une santé économique. Avec l'immigration, une fois que la boucle sera bouclée, une fois que, comme le disait encore Valéry Giscard d'Estaing, l'immigration-invasion se sera réalisée, il sera trop tard. Lorsque vous serez minoritaire dans la rue et minoritaire dans les urnes, il sera trop tard. Vous ne serez même plus en mesure de décider quoi que ce soit, dans ce domaine comme dans les autres. Donc je dis aux Français, c'est urgent. C'est chaque jour plus urgent, avec un Emmanuel Macron qui confirme que l'immigration va continuer, d'autant qu'il est favorable au pacte européen de l'immigration qui prévoit l'entrée dans l'Union européenne de dizaines de millions d'étrangers. Où viendront-ils s'installer dans le pays qui a un système social le plus avantageux, c'est-à-dire la France? On va justement s'intéresser au niveau européen avec Ursula von der Leyen qui a fait son discours sur l'état de l'Union au Parlement européen cette semaine. Je vous propose d'écouter quelques-unes de ces déclarations qui ne vont pas vraiment dans le sens de ce que vous venez de nous expliquer. Il faut embaucher de la main-d'œuvre qui vient de l'étranger et qui renforcera notre économie. Il faudra donc reconnaître mieux et plus vite les qualifications de ces étrangers. Cela rendra l'Europe plus attractive. Alors il y a un problème en France, mais pas seulement en France, au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui voudraient recruter, qui ne trouvent pas de salariés à embaucher. Et Ursula von der Leyen nous explique que l'immigration, dans ce cadre, est une chance. Quel est votre point de vue? Madame von der Leyen, ou le suicide permanent, le suicide européen qu'elle assume. C'est évidemment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, la facilité. Bon, quand on ne trouve personne, alors on fait venir une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Parce que la réalité, c'est ça. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne trouvent pas de candidats aux postes qui sont à pourvoir. Pourquoi? Parce que les salaires ne correspondent pas, non pas aux caprices des Français, mais aux besoins des Français. Je prendrai un exemple, et puis au travail fourni, à l'effort fourni. La restauration, par exemple, qui est un domaine qui ne trouve pas de candidats ou trop peu. J'ai l'habitude lorsque je suis à Paris, d'aller dans une pizzeria du côté de la Sorbonne. Et par ses habitudes, de fil en aiguille, je ne dirais pas que je me suis lié d'amitié, mais je discute très facilement avec une serveuse qui doit avoir plus de 50 ans.
Et elle m'expliquait l'autre soir, parce que je suis arrivé tard, vers minuit et demi, c'était encore ouvert. On servait encore à minuit et demi, tant mieux pour le consommateur. Hein. Que là, elle allait rentrer vers 2h du matin chez elle. Elle allait prendre un taxi, donc ça lui permettrait d'arriver un peu plus tôt, 2h du matin, quand même. Pour prendre sa douche. Elle allait se coucher vers 2h15, 2h30, mais elle allait pouvoir faire la grasse matinée parce qu'elle ne reprendrait son service le lendemain qu'à 11h, mais avec 3/4 d'heure de transport en commun. C'est-à-dire qu'elle allait pouvoir dormir environ 6-7 heures. C'était la grasse matinée. Donc elle allait arriver à 11h jusqu'à minuit. Non seulement elle sert, mais le soir, à la fin du service, il faut ranger les chaises, il faut ranger les tables. Évidemment. C'est un travail de forçat. Et elle m'expliquait qu'elle faisait à peu près 15 km par jour entre la cuisine, puis en plus il faut, comment dirais-je, se supporter certains clients qui sont pénibles. Bon, ça c'est le lot quotidien, c'est le lot d'un peu tout le monde. C'est un travail de forçat. Que ces congés, elle pourrait peut-être en prendre en octobre, juin, juillet, août, même pas en rêve, avec évidemment la saison touristique. Donc ce genre de boulot, de travail, cela requiert, et cela, de la part de l'employeur quand même, la prise en considération de l'effort fourni par la personne. Alors ça ne demande pas une grande qualification peut-être, encore que, mais l'effort fourni au quotidien, cela mérite donc un salaire qui permette à l'employé d'être récompensé pour l'effort et puis de vivre normalement, de pouvoir payer ses factures, son loyer à Paris, ses taxes, ses impôts. Si les Français ne répondent pas à ces offres d'emploi, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus feignants, parce que la France est construite quand même avec des Français. L'idée que insultante qui est diffusée là par Madame von der Leyen et par d'autres, et par certains employeurs, par certains politiques, surtout en France, c'est que les Français seraient des feignants. Ils ne veulent plus travailler. Ils ne veulent pas être exploités. C'est ça la réalité. Donc on va faire venir plutôt que d'augmenter les salaires. Comment augmenter les salaires ? Je suis conscient que les patrons ne peuvent pas augmenter les salaires, qu'ils préféreraient augmenter les salaires plutôt que de payer des taxes. Or, en France, 44% de la richesse produite est prélevée par l'État. Vous travaillez du 1er janvier jusqu'au 15 juin à peu près pour l'État. Tout ce que vous gagnez, il vous le reprend. Et nous sommes le pays le plus taxé. Pour ça, c'est vraiment le pays le plus socialiste d'Europe et presque du monde. Vous êtes surtaxés, les patrons aussi, parce que tous les patrons ne roulent pas sur l'or, et je suis certain que la plupart souhaiteraient augmenter les salaires pour embaucher des Français. Bon, ils ne le peuvent pas, et ont pour certains cette facilité, eux aussi, de dire, on va embaucher des étrangers. Donc le premier qui doit faire un effort, c'est l'État, qui doit se réformer, et qui doit, comme le disait le président Reagan, descendre de notre dos et sortir ses mains de nos poches. Et en particulier des employeurs, car c'est eux qui créent la richesse en embauchant et donc en distribuant des salaires qui vont permettre la consommation, qui vont permettre aussi de la TVA, etc. Il faut recréer un cercle vertueux. Mais c'est l'État qui a imposé ce cercle vicieux que d'imposer, que de surtaxer. Il faut qu'il libère le travail, qu'il libère l'employeur, que les taxes et les prélèvements obligatoires soient beaucoup moins élevés. Et à ce moment-là, l'employeur pourra augmenter les salaires. Les Français répondront à ces offres d'emploi et il ne sera pas nécessaire de faire venir des étrangers qui, au final, auront besoin de tout, une fois de plus. Puisque les salaires ne seront pas élevés, ils auront besoin d'être assistés en matière de logement, des logements sociaux dont nous manquons, que nous finançons, qu'ils ne financent pas. Ils auront besoin d'être soignés, ils auront besoin de leurs enfants d'être scolarisés. Cela va être en réalité une charge supplémentaire pour nos compatriotes. C'est donc une solution de facilité et en réalité idéologique de Madame von der Leyen et de toute la clique française que de nous dire sans les étrangers on ne peut rien faire. Ça leur évite de faire leur examen de conscience économique, on va dire, et de constater que c'est leur système qui est en réalité et urgemment à changer pour qu'encore une fois que ce cercle vertueux puisse se remettre en place et qu'en France on embauche des Français qui en ont besoin.
Alors, on quitte le Parlement européen et Ursula von der Leyen, cette fois pour la Cour européenne des droits de l'homme, qui a fait savoir que la France était condamnée mercredi parce qu'elle n'avait pas justifié le refus de rapatrier 2 femmes djihadistes de Syrie, qui sont dans les camps kurdes. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette affaire ? Écoutez, il y a des condamnations qui ont valeur de décoration. Quand vous êtes condamné par la Cour anti-européenne des droits des délinquants, communément appelée Cour européenne des droits de l'homme, vous pouvez être fier, quelque part. Parce que être condamné parce que finalement vous ne rapatriez pas les familles de djihadistes, eh bien, cela montre à quel point cette Cour européenne des droits de l'homme n'a plus rien à voir avec le nom qu'elle porte. On a appris dans la même semaine qu'en juillet dernier, l'épouse de Sami Amimour, un des terroristes d'ailleurs des attentats de novembre 2015, elle avait été rapatriée avec ses enfants, alors qu'elle s'était dite particulièrement fière de son époux qui avait commis les attentats. C'est un pays de dingues. Je ne sais pas, nous sommes dans un pays gouverné par des dingues. Cette épouse de djihadiste, effectivement, avait déclaré être fière de ce qu'avait fait son époux, et elle avait choisi de le rejoindre, elle avait choisi de partir, de quitter la France, de mener une guerre contre la France. Elle a déclaré la guerre à la France. Et il était juste, souhaitable et juste, je dirais dans le sens juridique du terme, qu'elle croupisse dans son trou, selon le droit du pays dans lequel qu'elle avait choisi. Et après tout... le pays qu'elle avait choisi, c'était pas la Syrie, c'était l'État islamique. Hein. En plus, mais en tout cas en étant en Syrie, qu'elle subisse la loi syrienne et la décision de la justice syrienne, et qu'elle croupisse en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et qu'elle soit une femme ou un homme, l'égalité des uns et des autres est largement revendiquée. Écoutez, elle assume, il y a peut-être des associations là-bas pour s'en occuper, mais ce n'est pas à la France d'accueillir celle qui a déclaré la guerre à la France et celle qui s'est réjouie de l'assassinat d'innocents, en plus, de citoyens. On marche sur la tête. Il y a, et qu'aurait fait la Cour européenne des droits de l'homme si on ne l'avait pas rapatriée ? Et que fait-elle lorsqu'elle nous condamne ? Elle nous condamne à une amende. Eh bien, on ne paye pas. Que va-t-elle faire ? Nous envoyer l'armée ? C'est juste un bras de fer. Alors c'est vrai que nous avons signé une sorte de convention avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui au départ n'avait qu'un avis consultatif. Petit à petit, ces décisions se sont, je dirais, imposées dans le droit français. Enfin, signature peut être remplacée par une autre signature. On a signé pour y entrer, on peut en sortir. Est-ce qu'il faut le faire ? Et un traité qui nous lie, il peut y avoir un autre traité qui nous libère. C'est pas parce que nous avons signé un jour que nous avons signé pour toujours. Il faut donc avoir un responsable politique, je sais pas moi, Éric Zemmour par exemple, au hasard, qui va prendre ce traité comme ça. Oui, enfin, ça, et maintenant, je schématise, bien sûr, je schématise, je simplifie, mais qui va dire à la Cour européenne des droits de l'homme, dont personne ne connaît les membres, personne ne sait comment ils ont été nommés, et qui nous impose sa loi au détriment de la nôtre et de notre sécurité, la sécurité des Français. On va lui dire, écoutez, maintenant la fête est finie. La fête est finie, nous avons une constitution en France qui prévoit que les Français décident par eux-mêmes, pour eux-mêmes, par l'intermédiaire de leurs représentants nationaux, la justice française. On va discuter, si vous avez le droit d'exister, mais vous ne serez plus les décideurs de ce qui se doit se passer sur le plan de la justice en France. Et c'est pareil, la même chose pour toutes sortes d'associations supranationales qui imposent leurs lois aux Français. La Commission, Madame von der Leyen, qui va proposer... donc il y a je parlais du pacte européen des migrations qui est en train, Madame von der Leyen est en train d'imposer petit à petit un droit à l'immigration en Europe. Alors ça, personne ne le sait. Évidemment, le Parlement français en est simplement informé. Donc le monde entier aura le droit de s'installer en Europe. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis ? Donc il est temps de sonner, de siffler la fin de la récréation. C'est vrai
pour la Commission européenne, c'est vrai pour la Cour européenne des droits de l'homme, qui prennent des décisions qui vont à l'encontre non seulement de l'intérêt des Français, mais de leur sécurité. Sur cette question des rapatriements des djihadistes, juste une petite dernière chose. J'aimerais vous faire écouter une collègue écologiste qui n'est pas sénatrice, mais qui est, je crois, députée. Je suis sûre que vous l'adorez, c'est Sandrine Rousseau. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et puis... Alors c'est une vision comme une autre. Oui, c'est une vision sous l'effet de la drogue, sans doute, c'est pas possible. Je crois que les Verts sont favorables à la légalisation du cannabis. Manifestement, Madame Rousseau a anticipé, quoi. Elle est sous l'effet de stupéfiants, c'est pas possible autrement, quoi. Sandrine Rousseau en même temps, on a vu aussi des djihadistes arriver par les flux migratoires. De Sardine Ruisseau, quoi. Elle dépasse même sa caricature, elle dépasse même... ça va au-delà. Mais, vous voyez, moi j'en ris, mais en réalité, il ne faut pas en rire. Parce que Mme Rousseau a été confortablement élue à l'Assemblée nationale. Il y a des électeurs à Paris. Bon, complètement bobos, complètement hors du temps, hors sol, comme elle. Et derrière son paravent écologiste ou écologique de sauver la planète, les géraniums, les roses, les fleurs magnifiques, l'air, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Moi, je préfère voir des fleurs, je préfère voir de la verdure plutôt que du béton. Mais je suis sûr que vous faites des barbecues. Ça masque un projet de société, un projet civilisationnel, que de renverser le nôtre au profit d'un tout autre modèle qu'elle distille. Alors ça fait rire, mais il ne faut pas en rire, parce que c'est en train de se diffuser dans la société française, et pas seulement française. Alors cette idéologie que l'on nomme le wokisme, et qui tend non pas à déconstruire, mais à détruire notre modèle pour créer ce genre de délire-là, qui passe par une vision assez inquiétante. Écoutez, les terroristes, ils ne sont pas plus dangereux en France qu'en Afghanistan. Ils sont moins dangereux en Afghanistan. Ils ne peuvent pas commettre d'attentats en France lorsqu'ils sont en Afghanistan. Mais si elle en veut, elle peut peut-être les prendre chez elle. Mais chez elle ou pas, les terroristes en Afghanistan doivent y rester. Et s'ils peuvent être éliminés là-bas, je préfère un terroriste mort en Afghanistan que vivant en France. Mais Mme Rousseau c'est l'avant-garde, parce que ce n'est pas la seule, d'un mouvement qui souhaite vraiment la fin de notre civilisation. Et il faut la prendre très au sérieux, malgré tout. Et j'allais dire, répondre à chacun de ce qui semble être un délire, mais qui en réalité est un chapitre, on va dire, d'un véritable projet. Combattre ces idées pied à pied, car sinon on va la laisser les diffuser, y compris dans les écoles. Ce message est porté par les alliés de Mme Rousseau, les associations LGBT, par celui qui est sans doute un de ses alliés idéologiques, le ministre de l'Éducation, qui n'a plus rien de national depuis bien longtemps d'ailleurs, Pape Ndiaye, qui ne voit comme priorité dans l'éducation nationale que le combat contre le racisme, et qui est assez favorable au discours communautariste, au discours LGBT, etc. Donc tout ça, ça fait partie du projet que porte Mme Rousseau, et il faut que les Français soient conscients qu'il faut s'y opposer. D'ailleurs, Éric Zemmour a lancé, j'allais dire, une véritable contre-offensive, et invite les Français à signaler, à être aussi vigilants, des Français vigilants, des parents vigilants, et à signaler lorsqu'ils le constateront que dans l'école de leur enfant, eh bien, les militants LGBT seront venus ou s'apprêtent à venir distiller, il faut bien le dire, leur poison idéologique.
Alors, Stéphane Ravier, si on vous suit, on vous a compris pour les mises en garde sur l'immigration, sur l'aspect civilisationnel de notre société, sur l'aspect sociétal. Vous venez de le rappeler à l'instant. Il y a dans tout cela, alors vous avez effectivement évoqué les prélèvements obligatoires, mais je repense un peu à cette campagne présidentielle où on a reproché très fréquemment à Éric Zemmour de négliger un point fondamental pour les Français, la question économique, la question du pouvoir d'achat. Et force est de constater que cette rentrée va être particulièrement difficile pour les Français avec l'explosion des prix de l'énergie, avec l'explosion de l'inflation que le gouvernement revoit sans cesse, petit pourcent par petit pourcent, mais force est de constater qu'elle augmente toujours. On entre ni plus ni moins en récession. Les quelques mois qui s'annoncent vont être très difficiles. Finalement, sur ce point-là, on a quand même l'impression que Marine Le Pen avait raison et que la priorité des Français aujourd'hui, ça va être leur portefeuille. Et ça ne va pas être la question civilisationnelle. C'est encore, non pas l'opposition, mais le choix entre la fin du mois et la fin de la France. Les Français, et moi je les comprends, quand le 20 du mois et quelquefois même le 15 du mois, vous n'avez plus les moyens de répondre à vos besoins immédiats, de remplir le réfrigérateur. Et quand je dis remplir, de le garnir, on va dire. En hiver, vous vous demandez si vous allez pouvoir payer votre facture d'électricité, de chauffage, quoi, pour faire simple. Si vous allez pouvoir payer votre loyer, vous avez du mal à vous préoccuper de la fin de la France. On peut le comprendre. Mais il faut penser aux deux. Je sais que c'est un effort peut-être trop important que je demande, moi, à mes compatriotes. Moi, je suis élu des quartiers nord, je suis conseiller municipal aussi, j'y ai grandi, je suis fils, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, hein, je suis fils d'ouvrier, d'une mère au foyer, et moi, j'ai jamais manqué de rien, hein, je me plains pas. Hein. Comme disait Coluche, mon père travaillait à mi-temps, c'est-à-dire 12 heures par jour, pour mettre du beurre dans les épinards, j'ai jamais manqué de rien. Et me refaire non plus. Mais mon père travaillait beaucoup et la valeur du travail était une vraie valeur. Bref, moi je côtoie beaucoup de Marseillais qui sont dans la difficulté, notamment nos aînés, ceux qui ont travaillé toute leur vie, des commerçants, des artisans, ou il en reste encore quelques-unes, des veuves de guerre ou des épouses de maris dont les maris ont servi la France. Et qui perçoivent des retraites de misère, qui perçoivent moins qu'un étranger qui est en France et qui a un minimum retraite, un minima retraite, sans jamais avoir travaillé ni cotisé. C'est partie des scandales de ce pays. Bon, qui n'ont même plus de quoi se soigner. Les alerter sur la fin de la France, c'est difficile. Alors, je dirais qu'il faut penser aux deux. Pourtant, le premier semestre de la campagne, la fin 2021, Éric Zemmour avait réussi à alerter les Français et à les convaincre de s'intéresser à la fin de la France. Rappelez-vous les sondages qui le positionnaient quasiment déjà au deuxième tour. Et puis il est arrivé cet événement en Ukraine, et là tout de suite immédiatement les observateurs, les faiseurs d'opinion, les médias ont écarté, ont balayé cette première campagne basée essentiellement sur la sécurité. Les Français sont quand même conscients et subissent chaque jour cette insécurité qui vire à la barbarie, en grande partie due à l'immigration. Donc un phénomène, un problème que nous avons importé, que les pouvoirs publics ont importé. Donc l'insécurité, l'identité, et puis l'invasion de l'Ukraine. Les médias ont décidé que, à partir de là, le pouvoir d'achat était devenu la seule préoccupation, le seul sujet que l'on devait aborder. Et Marine Le Pen avait, j'allais dire, préempté, en parler depuis longtemps, mais Éric Zemmour aussi. Mais alors justement, Stéphane Ravier, là, vous rapprochez précisément cette question du pouvoir d'achat avec cette question de la guerre en Ukraine. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train d'accréditer la thèse des médias actuels qui explique que finalement, l'explosion de tous les prix aujourd'hui, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Oui, si l'électricité est plus chère, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. S'il n'y a plus de moutarde, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine.
Bon, est-ce que l'Ukraine, finalement, elle a bon dos pour tout le monde, aussi bien pour Éric Zemmour, qui justifie finalement une campagne qui vient descendre dans la deuxième partie, et puis elle justifie aussi l'explosion des prix, la non-prévision de l'électricité en France avec des centrales nucléaires laissées à l'abandon. C'est finalement, heureusement que la guerre en Ukraine est arrivée pour lui mettre tous les maux du monde. Heureusement qu'il y a la guerre en Ukraine, ça permet à Emmanuel Macron, à son gouvernement et à d'autres de rendre l'Ukraine responsable de tout. Et notamment de l'augmentation. Enfin, la Russie, du coup, et la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et la Russie, bien sûr, qui est responsable de tout désormais. Donc la Russie a bon dos, oui. La Russie a bon dos. En réalité, l'augmentation des prix de l'énergie, en particulier, avait commencé avant la guerre en Ukraine. Mais en tout cas, durant la campagne des élections présidentielles, enfin la non-campagne, il n'y a plus de débat. Marine Le Pen a dit non mais moi je veux débattre qu'avec le président de la République ou avec le Premier ministre, parce que les sondages, elle était remontée dans les sondages. Et Emmanuel Macron nous a dit écoutez, moi je ne peux pas débattre, j'ai pas le temps, il faut que je sauve le monde. Bon, oui, c'est la guerre, on ne peut pas se passer de moi, je vais tordre le bras à Vladimir Poutine, on a vu d'ailleurs avec quel résultat. Et donc il n'y a pas eu de campagne, et on nous a dit, attention, à cause de l'Ukraine, tout va flamber, à croire que tout était produit en Ukraine, et pas seulement la moutarde, pas seulement le tournesol, ou ce que vous voulez, ou le blé. Ça a été l'occasion pour le système, on va dire, et pour certains spéculateurs. C'est un petit peu l'Ukraine, c'est le mythe fondateur de la politique de l'augmentation des prix, quoi. Voilà. Alors, dans cette question grâce à ukrainienne, l'Ukraine, on va mettre un coup au porte-monnaie des Français, et cette réaction humaine, mal informée ou désinformée des Français, les ont conduits, ou ont conduit une partie de l'électorat qui devait, ou qui était annoncé comme étant un électorat d'Éric Zemmour, a finalement été orienté, invité à se reporter sur Marine Le Pen, alors qu'Éric Zemmour, pendant cette partie de la campagne, a lui aussi parlé de pouvoir d'achat. Il avait consacré son meeting de Lille. Mais les médias, les grands médias, ne lui ont pas donné la parole. Ils n'ont pas rapporté ses propositions, ils n'ont pas rapporté sa préoccupation, parce que lui est bien conscient aussi que des millions de Français souffrent de cette situation économique et sociale. Et il a parlé non seulement de la fin de la France, mais aussi de la fin du mois, mais il avait été décidé en haut lieu que c'était Marine Le Pen et personne d'autre. Bon, voilà. Sur cette question ukrainienne, Stéphane Ravier, finalement, Éric Zemmour, au départ, il a parlé du rôle de l'OTAN dans ce conflit. Il a été, j'allais dire, au front. Il a dénoncé une certaine tendance à avancer ses bases vers la Russie et à tirer la sonnette d'alarme en disant, finalement, bon, peut-être qu'il y a des responsabilités aussi du côté américain, etc., etc. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que, si on est un peu honnête, il n'est pas tout à fait tort. Est-ce que finalement son plus grand tort à lui, ce n'a pas été de dire ce qu'il a dit, mais plutôt de rétropédaler devant les médias, finalement, dans cette campagne présidentielle? Je n'ai pas eu l'impression qu'il est sur la question ukrainienne. Qu'il est rétropédalé. Il a toujours fait savoir qu'en matière de réfugiés, il fallait tout faire pour que les réfugiés soient accueillis dans les meilleures conditions, d'autant plus que les réfugiés souhaitaient rester proches de l'Ukraine, en Pologne, en Hongrie, et que les aides financières de l'Union européenne, plutôt que les sanctions, parce qu'à l'époque, la Pologne subissait des sanctions financières de l'Union européenne, la Commission européenne, et bien plutôt que de sanctionner la Pologne, nous devions l'aider à accueillir les réfugiés dans les meilleures conditions. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu de rétropédalage, mais il a eu, dans cette société, mais sur cet échiquier politique, dans ce combat politique franco-français où le mensonge est roi, où l'insincérité est reine, eh bien lui, il est sincère. Il est sincère et il est surtout dans la vérité historique. Nos adversaires, eux, sont binaires. Il y a le méchant, il y a le gentil, il y a l'agresseur et il y a l'agressé. Et ils évitent d'en expliquer les raisons.
pour quelle raison Vladimir Poutine a-t-il envahi l'Ukraine? Je ne dis pas qu'il a bien fait de le faire. Bien on sûr. est quand même en droit, Évidemment. lorsque l'on se présente, par exemple, au suffrage des Français et au poste de président de la République, on est en droit quand même de regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez. Et de regarder un petit peu plus loin que, je dirais, la phase finale. Voilà, il a envahi l'Ukraine. Oh, il est méchant, monsieur Poutine. Oui, mais pourquoi? C'est la question fondamentale. Pourquoi? Éric Zemmour a eu cette honnêteté intellectuelle, politique, de rappeler que Vladimir Poutine, avec tous les défauts qui peuvent être les siens, a fait preuve d'une grande patience, qu'il a peut-être cru lui aussi naïvement dans l'engagement des États-Unis à l'époque où le mur de Berlin, où l'Union soviétique s'est écroulée, et que le pacte de Varsovie lui aussi s'est écroulé, qu'il a peut-être cru en l'engagement des Américains qui, justement, avaient promis que l'OTAN, naturellement, pour répondre, puisque la menace n'avait peut-être pas tout à fait disparu, mais en tout cas elle s'était considérablement réduite, eh bien que l'OTAN revoie sa copie et qu'il s'éloigne des frontières et de la zone d'influence russe. Or, ça ne s'est pas passé comme ça, pas du tout. Alors, je ne dis pas que Vladimir Poutine a eu raison d'envahir l'Ukraine, mais les promesses qui avaient été faites à la Russie n'ont pas été tenues. Et les Américains, dans la situation d'aujourd'hui, portent une certaine responsabilité. Quand les Américains peuvent affaiblir l'Europe charnelle, l'Europe historique, ils ne se gênent pas, ils ne se gênent pas du tout. Alors moi j'ai un grand respect pour les Américains j'avais apporté mon modeste soutien au président Trump, le seul qui pendant son mandat n'a envoyé aucun GI faire la guerre. Oui. Rappelons-le, lui qui passe pour être le danger de la paix dans le monde, c'est le seul président qui n'a envoyé aucune troupe nulle part. Bref. Mais la réalité, c'est celle-là. Donc, il faut savoir raison garder. Il faut que les chefs d'État de bonne volonté fassent preuve d'intelligence, de réflexion, et que on cesse de diaboliser à outrance Vladimir Poutine. Il ne devait pas envahir l'Ukraine, il n'aurait pas dû le faire, mais peut-être que nous lui avons donné des raisons de le faire. Merci beaucoup Stéphane Ravier, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de la commenter, de la partager et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Et puis aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces vignettes. Est-ce que vous les trouvez trop humoristiques, trop imagées? Est-ce que vous préfériez des vignettes plus classiques? J'attends vos points de vue, je les lirai et j'y répondrai en attendant de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.